Yaorana et bienvenue dans Manava. Avec nos invités du jour, nous allons aborder un sujet qui est hélas beaucoup trop d'actualité en Polynésie, la drogue. Alors quels sont les risques en termes de santé, mais aussi les peines et sanctions encourues? Nous en parlons avec Hervé Leroy, qui est procureur de la République, Romain Bourdoncle, qui est médecin-chef du CPSA, donc le Centre de prévention et des soins des addictions, le commandant David Rion, qui est officier adjoint à la police judiciaire en lien avec l'OFAST. On va expliquer ce qu'est l'OFAST, évidemment. Donc, c'est l'Office anti-stupéfiant. Et VTA Bretagnon, qui est un ancien consommateur de stupéfiants et qui va nous faire part de ses expériences. Messieurs, ravi de vous accueillir sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Romain, quels sont les produits, on va dire, qualifiés de stupéfiants? Déjà, Yorana. Alors, les produits qualifiés de stupéfiants, généralement, sont ceux qui sont psychotropes et qui sont interdits par la loi. Ils Alors, sont psychotropes. psychotropes qui vont altérer la conscience. En gros, ils vont altérer notre façon de voir les choses, notre façon d'agir. Ils sont souvent issus de la Convention sur les stupéfiants de 1971. Et en Polynésie, c'est essentiellement le paca, le cannabis, et puis l'ice, la méthamphétamine. Ce qui est important, c'est on ne dissocie plus drogue dure, drogue douce, hein. Non, on dissocie plus drogue dure et drogue douce parce que ça n'avait pas de base réellement scientifique ni pratique. Et À puis ça part avait tendance à inciter à dire qu'il y en avait peut-être moins de C'est plus ça. abordables que d'autres. C'est ça, et puis ça se basait sur le fait que certaines substances avaient des signes de sevrage très importants quand on les arrêtait et d'autres moindres. Mais en fait, ça dépendait vraiment de la façon dont la molécule agit dans le corps. Par exemple, le cannabis était une drogue douce, mais en fait, le corps stocke beaucoup de cannabis dans le corps et donc du coup, évite les signes de sevrage. Voilà. On va rester sur le terme de stupéfiant ou de drogue, ça sera suffisamment clair pour tout le monde. Commandant, vous nous expliquez ce qu'est l'OFAST et Oui, quelles sont ses missions? bonjour à tous. Donc l'OFAST, en fait, c'est l'Office anti-stupéfiant, comme vous l'avez désigné. Elle a été créée tout récemment, puisque c'était fin 2019. Et ici, en Polynésie, on a créé ce qu'on appelle une antenne de l'OFAST, qui est sous la direction de la Gendarmerie nationale, et qui donc a maintenant un pied sur le territoire depuis 2021. En termes d'effectifs? Alors pour les effectifs, on est sur 4 personnes qui sont des enquêteurs et 2 personnes qui sont en charge du renseignement. D'accord. Hervé, quelle est la politique de l'État en matière de lutte anti-stupéfiants et en termes de peines prévues? Alors, Yaorana, moi je vais vous parler au nom de l'autorité judiciaire, hein, et Oui, non pas au nom oui, de oui, bien l'État. sûr, oui, oui. C'est une priorité pour moi, pour mon parquet, dans la mesure où effectivement c'est un véritable fléau sociétal qui déstabilise, déstabilise encore une fois la société polynésienne, je n'aurais de cesse de le rappeler. Et la loi, elle est extrêmement sévère, puisqu'une peine d'emprisonnement jusqu'à 10 ans peut être encourue. Et puis surtout, ce qu'il faut savoir, c'est la confiscation de tous les biens mobiliers et immobiliers pour les trafiquants. Est-ce qu'on dissocie consommateur et revendeur? Bien évidemment, puisque le consommateur, l'usager de produits stupéfiants, qu'il s'agisse, comme disait le médecin tout à l'heure, de PACA ou d'AIS, est considéré comme un malade et non pas un délinquant. Et on privilégie ce qu'on appelle les alternatives aux poursuites, c'est-à-dire l'injonction thérapeutique. On l'oblige à suivre des soins. Quant aux trafiquants, ceux qui font du business, comme on dit, bien évidemment, ils passent devant le tribunal correctionnel et, comme vous le savez, sont condamnés souvent à des lourdes peines d'emprisonnement. Et encore une fois, je le rappelle, des peines de confiscation de leur patrimoine. Est-ce qu'on fait le calcul sur ce que ça génère et ensuite il y a on va dire des amendes très salées qui sont mises en place? Tout à fait, on regarde le profit que le trafiquant a pu tirer du commerce de la drogue et puis on lui ampute son patrimoine mobilier et immobilier. Donc on peut perdre sa maison, on peut perdre sa voiture, on peut perdre Alors, ses meublements, on peut tout perdre. ouais, le jeu ne vend vraiment pas la chandelle. VTA, comment est-ce qu'on en vient à la consommation de drogue? Yolanda Tatopolo, ben, moi, pour ma part, et pour beaucoup d'autres, c'est vraiment les fréquentations. Les fréquentations qu'on a, parce que si tu vas vers des personnes qui te proposent, c'est normal que, hein, Vous avez commencé jeune? ouais, j'ai commencé jeune, la méthamphétamine à 19 ans, et c'était dû à ça, je Alors fumais pour mon être clair, paca. méthamphétamine, c'est ce qu'on appelle l'ice sur le Nice, territoire, voilà, c'est ça? nice, C'est ça. voilà. Et voilà, moi, j'ai été approché par un monsieur plus âgé que moi qui m'a proposé du ice parce que je fumais du paca. Il m'a dit c'est meilleur de fumer du ice. J'ai goûté, j'ai aimé et j'ai fumé ça 16 ans à peu près. Donc Romain, ça veut dire que en fait très clairement, on y goûte, on y vient, après on y revient parce qu'il y a cette notion d'accoutumance. Alors, le sana, l'ice, ouais, c'est une molécule qui est très addictive, hein, pour le coup, et qui va engendrer du coup, hein, une nécessité de reconsommer encore et encore. Il y a souvent une perte de contrôle. On va avoir besoin, voilà, de consommer plus que ce qu'on avait prévu, pendant plus de temps que ce qu'on avait prévu.
il y a souvent des complications, hein, sociales, familiales, professionnelles. Et c'est souvent le coût de l'achat qui entraîne les complications sociales et professionnelles. On se met tout seul Ouais, un c'est peu un dedans. cercle vicieux. Exactement. Alors, j'aurais cesse de le répéter, mais donc en fait, il faut simplement ne même pas commencer une fois. Cette notion d'expérience pour voir ce que c'est, VTA, vous confirmez, on n'y touche pas du tout. Voilà, il faut savoir dire non voilà, au premier shoot parce qu'après, tu as du mal à redire non parce que tu vas apprécier la chose. Et les drogues sont un peu faites pour ça, hein, pour qu'on les aime. Hein. Je parle du sucre, hein, du paca, de l'ice, bien sûr, hein, qui est beaucoup Tout ce plus. qui peut entraîner des notions de dépendance. Voilà, exactement. Romain, les signes visibles liés à la prise de stupéfiants? Ah, ils sont nombreux. Alors, ça dépend de quel stupéfiant on parle, hein. Mais ça va être les signes de la dépendance, hein. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est le craving, donc l'envie irrépressible de consommer, malgré toutes les contraintes, la perte de contrôle, on a consommé plus, les complications, l'abandon des loisirs habituels. J'ai arrêté le VAA pour aller consommer du PACA, pour Une forme aller. on se désocialise un petit peu? Ouais, on change de On fréquentation. change de groupe, en fait. Ouais, Ouais. comme disait VTA, on va changer de groupe on va aller vers le groupe qui procure la substance, quoi. Et puis les signes de tolérance, de sevrage. Le sevrage, c'est ce qui est souvent le plus vu, hein, avec une irritabilité, parfois une grosse colère. Dans certaines substances, on peut avoir des hallucinations. Voilà, ça peut avoir des répercussions physiques et psychiques très importantes. Commandant, on en est où en Polynésie, on va dire? Quelle est la situation en termes de chiffres? Est-ce qu'on est en hausse? Est-ce que ça se stabilise? Est-ce que c'est compliqué que de lutter contre ce fléau? Alors sur les trafics, depuis les 5 dernières années, on est sur quelque chose d'assez stable, puisqu'en 2018, on faisait à peu près 40 trafics à l'année. Aujourd'hui, on fait 48 trafics à l'année. Donc il y a quand Quand vous même dites, une vous faites ces 48 trafics que vous avez stoppés, qu'on a stoppé et voilà. démantelé. Voilà. Donc 48, ça fait une hausse sur 5 ans de 15%, mais qui est assez régulière. Voilà. Est-ce que, évidemment, il y a une vraie complexité, puisque l'étendue de la Polynésie, donc en clair, vous pouvez pas être partout, vous n'avez pas le don de l'ubiquité, et comment est-ce qu'on fait pour réussir à mailler l'ensemble de la Polynésie et nous protéger, justement? Alors ça, c'est le challenge que relève la gendarmerie, c'est-à-dire que nous, on est présent sur 95% du territoire. Les îles les plus éloignées, que ce soit Marquise, Gambier, les Tuamotu, la gendarmerie est présente, ce qui permet de pouvoir réaliser des actes d'enquête dans tous les endroits de la Polynésie, ou alors se projeter, avec notamment l'aide des forces armées, sous le couvert de conventions. Et à ce moment-là, on peut projeter des enquêteurs sur place pour aller faire des gardes à vue, des opérations de perquisition, des saisies. C'est ce qui explique que, de temps en temps, on entend les gens, on va dire, râler en disant pourquoi ça va pas plus vite, pourquoi on fait pas ça. Il faut comprendre que vous devez comprendre les choses, les analyser, mener les enquêtes, apporter, j'imagine, les pièces euh, pour pouvoir ensuite les déférer, enfin les envoyer au tribunal, c'est ça? Exactement. Il y a ce qu'on appelle ce fameux temps de l'enquête entre le moment où on est saisi des faits, où on génère un certain nombre d'investigations, et ensuite le jour de l'opération judiciaire, qui n'est pas forcément d'ailleurs celui ensuite du déferment, puisque je pense que monsieur le procureur l'expliquera tout à l'heure, on peut fonctionner sous la forme de comparution immédiate ou de comparution immédiate à délai différé, ou alors ouvrir des dossiers en commission rogatoire, ce qui rallonge encore plus les délais. Alors, Hervé, vous pouvez nous expliquer tout ça? Il vient de vous faire, voilà, il vous a passé le bébé. Non, non, tout à fait. Alors moi, la politique pénale, elle est de faire en sorte que la réponse soit la plus courte possible et que la réponse pénale, encore une fois, soit rapprochée du délai d'interpellation, si je puis dire, voire de commission des faits. Donc je privilégie effectivement les comparutions immédiates et les comparutions immédiates, surtout à délai différé, ce qui fait qu'entre le moment où l'intéressé est présenté au parquet, ensuite devant les juges de liberté et de la détention, il est incarcéré. De 2 mois après, au maximum, il passe devant le tribunal Donc, de moi, on correctionnel. peut considérer que c'est assez court, parce que il y a ce fameux temps de l'enquête, il faut que les gens comprennent bien. Il est nécessaire justement pour que les choses soient bien mises en place. Alors sur un trafic, concrètement, oui, il va nous falloir plusieurs semaines, plusieurs mois pour arriver à obtenir toutes les informations et à le démanteler. Alors que quand on est sur un usager ou un revendeur, notamment avec du travail, nous, ce qu'on appelle du harcèlement de point de deal, c'est-à-dire que sur la carte de la Polynésie, on a un certain nombre d'endroits qui sont identifiés comme des points de deal. Et là, par contre, on mène des actions quasiment 2 fois à 3 fois par semaine où on va chercher sur place le délinquant. Et dans ces cas-là, la réponse, elle est quasiment instantanée. Oui. VTA, justement, alors, comment est-ce qu'on finance les achats de tous ces produits et surtout, comment ensuite on peut concilier
Vie de famille, vie professionnelle et ses addictions. Ben voilà, moi pour ma part, ben, j'avais du mal à suivre avec le salaire que je touchais. J'ai gagné le SMIC et j'allais voler, hein. C'est très courant ça dans le trafic du ice, hein, c'est d'aller voler parce que tu peux pas payer le gramme de ice. Et aujourd'hui, je rencontre beaucoup de familles qui font appel à moi parce que des fois, il y a leurs tannés, ils utilisent tout leur salaire, hein. Quand je dis tout, c'est quasiment tout et ils commencent même à piocher dans le salaire de leur compagne. Et c'est ce qui me fait peur aujourd'hui parce que ça peut sacrifier des cadeaux de Noël, ça peut sacrifier beaucoup de choses dans le foyer polynésien. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment Il faire faut très savoir que attention. maintenant, tu mets ton expérience à la disposition des autres pour leur expliquer à quel point c'est néfaste et à quel point il faut surtout pas toucher à ça. Hein. Exactement, parce que ça a beaucoup de percussions dans leur foyer, hein. Parce que cette drogue-là, une fois que tu es accro, tu écoutes plus personne, hein. Ton argent, tu fais même plus attention parce que tu as juste envie d'avoir cet effet en toi et tu penses pas aux conséquences que ça va avoir autour de toi, tu vois. Et c'est ça qui me fait bien peur. Donc Romain, ça implique même une dimension sociale parce que ça peut bouleverser totalement l'équilibre d'une famille et entraîner de vrais problèmes et financiers et psy même derrière. Ah, absolument. Souvent, c'est parfois malheureusement l'entourage ou un certain type d'entourage qui nous fait tomber dans la consommation, mais c'est aussi parfois la famille qui nous en fait sortir grâce justement au réel qui s'oppose à nous. C'est j'ai pas pu offrir des cadeaux à mon fils, à ma fille, j'ai pas pu avoir à manger, j'ai dû voler. Voilà, c'est toutes les sphères hein, qui sont impactées. Dans le service, les patients qu'on prend en charge, bah, pour des faits liés à l'usage, d'AIS ou de PACA, on les prend en charge en groupe, généralement, en partant du principe qu'avec ce groupe-là, bah, il y a une dynamique qui se fait et puis on travaille gestion des émotions, on travaille besoins, on travaille conséquences négatives, pour que, bah, ils aient une cartographie de ce qui se passe, en fait, dans leur vie, pour pouvoir après agir, tirer tel ou tel levier pour aller mieux. Le plus souvent, ce qui les aide et ce qu'ils mettent en avant, c'est la famille. C'est la famille qui Oui, reste, parce qu'il y a une notion la de famille motivation. qui est très forte en Polynésie. Ouais. C'est une chance. Enfin, pour moi, je pense que c'est une chance. Et est-ce que la famille aussi, vous leur donnez des conseils en leur expliquant Mmh. comment gérer la personne qui a, on va dire, qui a un coup de moins bien et comment essayer de l'en faire sortir? Absolument alors c'est tous les premiers mardis de chaque mois, donc une fois par mois, on reçoit des familles, ça s'appelle le groupe aidant, il suffit d'appeler le service 40 46 00 67, pour s'inscrire et il y a une super psychologue qui s'occupe justement de discuter avec ces familles, d'essayer de leur donner des conseils pour aider, bah, voilà, leur fils, leur femme, leur conjoint vers les soins. Voilà, c'est très, très important. Hervé, on parle quand même depuis quelques années, moi je suis là depuis une trentaine d'années, on parlait pas de DICE, et c'est devenu, je dirais depuis une dizaine d'années, c'est quand même ce qu'on entend le plus souvent. Comment est-ce qu'on adapte, est-ce qu'on adapte les peines en fonction de la dangerosité du produit? Alors, Pardon. ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, on entend parler beaucoup de ces affaires de trafic d'ice parce que les techniques d'enquête ont évolué. On dispose maintenant de moyens techniques qu'on n'avait pas avant. Ça, c'est un premier point. Et puis, second point, pour répondre à votre question, bah, c'est vrai que les peines sont lourdes, nonobstant ce qu'on peut entendre de ci, de là, notamment sur les réseaux sociaux. Encore une fois, la Oui, peine parce que les gens d'emprisonnement. confondent, enfin, ils ont une échelle de valeur qui est assez compliquée, Bah, alors que vous avez un code pénal, quoi. bah Donc, voilà, la peine d'emprisonnement prévue, c'est 10 ans pour le primo-délinquant. Le récidiviste, bon, on multiplie par 2, ça fait ah voilà, 20 ans. donc, bah, intéressant. Voilà. Donc la personne qui voudrait qui aura la mauvaise idée et qui se fait choper en plus, attraper, pardon, c'est 10 ans. C'est 10 ans le maximum légal encouru. Ouais. Mais alors, encore une fois, le tribunal correctionnel apprécie en fonction de la gravité des faits et puis de la personnalité de l'auteur. On va prendre l'exemple d'une mule, celui qui veut faire un coup d'achat, comme on dit, qui veut faire Expliquez, mule. Voilà, une mule, c'est quelqu'un qui se rend concrètement aux États-Unis, au Mexique, et qui transporte soit dans ses bagages en soute, soit dans ses bagages à main, soit même incorporé, comme on dit, c'est-à-dire qui ingère de l'ice et qui pénètre sur le territoire polynésien en ayant l'intention de vendre ce produit. Alors, inutile de vous dire que les mules comme ça, si je puis dire, isolées, qui font ça pour leur propre compte, c'est très rare. En fait, les mules appartiennent à un réseau, sont Ouais, manipulées. la personne ne se dit pas, tiens, je vais essayer Non, ça, parce non, qu'il non, faut non, trouver en amont, non, enfin, non. c'est tout Tout un... à fait. Les mules en question sont manipulées, sont utilisées, instrumentalisées par des réseaux de trafiquants. Et il faut le dire, malheureusement, en Polynésie, au Fénois, on a des
des trafiquants chevronnés qui sont astucieux, intelligents. Et clairement, ils vont cibler quelqu'un qui est en difficulté financière, ce genre de choses, et lui faire miroiter, parce que les sommes sont assez incroyables. C'est hallucinant. Et j'imagine qu'il y a des personnes qui doivent se dire, bon, bah allez, je vais tenter. Mais sauf qu'elles oublient qu'il y a 10 ans potentiellement à la clé. Il y a aussi un risque, j'imagine, quand on a ingéré ce genre de choses, peut-être le risque que ça explose. Et Avec un risque cardiovasculaire qui est majeur, un risque digestif, d'hémorragie digestive, enfin un risque mortel, hein, c'est sûr. Oui, il y a un risque mortel, Ah ouais. très Bah, clairement. on a eu le cas concrètement des affaires Oui. où malheureusement, effectivement, la personne qui avait ingéré l'ail en question, le conditionnement, l'emballage s'est rompu et est C'est assez décédé. radical, ouais. Voilà. Commandant, j'imagine que vous bossez, donc on a parlé des États-Unis, de Mexique. Bon, bah, vous devez bosser avec peut-être la DEA ou ce genre d'organisme aux États-Unis pour essayer de, alors juguler, j'espère qu'on y arrivera, mais en tout cas de freiner en amont. Oui, exactement. On a des conventions bilatérales, ce qu'on appelle d'enquêteur à enquêteur, avec la DEA. Ce sont des partenaires qu'on a régulièrement. On a aussi le Homeland Service. On a les douanes, Interpol. On travaille aussi avec tout le réseau DCIS. Ce sont tous les attachés de sécurité intérieure, avec lesquels on communique très très régulièrement pour soit échanger des informations qu'on aurait pu avoir nous ou que eux nous donnent pour pouvoir faire du criblage éventuellement et nous donner quelques noms et des parts d'investigation. Et est-ce que les personnes qui vont se retrouver inculpées en Polynésie ont aussi des risques d'être inculpées aux États-Unis ou ça n'a pas spécialement de lien? Il n'y a pas de cumul dans ce cas-là, c'est-à-dire que la personne qui va être incarcérée en Polynésie, les États-Unis vont pas dire ensuite il faut qu'on puisse le voir aussi parce que il a eu des faits délictueux sur le territoire. Non, on va dire que a pas de cumul nos voisins américains nous laissent la main, si je puis dire, dans ce cas-là, en disant voilà. Mais ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que la personne qui est condamnée au Fénois pour trafic de stupéfiants, elle risque d'avoir des difficultés sur le territoire américain parce que vous savez que le monde est un village maintenant, donc nos homologues américains lisent la presse du Fénois hein, et ils peuvent repérer certains noms et effectivement. Ouais, ils font leur travail dans leur sens, dans leur Voilà. sens aussi. Et si on va aux USA en ayant omis d'indiquer lors de la demande d'ESTA qu'on avait été condamné, ça peut être très compliqué Ouais, ça pour peut piquer. l'intéressé. Ah ouais, ça peut Voilà. piquer. Ah oui, là, ça peut être très compliqué. VTA, vous amenez votre aide aux familles et comment est-ce qu'on peut expliquer un gamin de 15 ans qui prend de l'ice, les risques et comment est-ce qu'on peut l'emmener aller voir Romain et lui dire bon, ok, t'as touché quelque chose. Alors quand je dis c'est mal, ça peut paraître un peu naïf, mais c'est la réalité. Et il y a possibilité de s'en sortir parce que vous en êtes l'exemple parfait. Quel discours on peut avoir? Voilà, pour ma part, quand j'interviens chez un jeune, hein, que la maman me l'amène, des fois ça se passe là où je vis, hein, dans Ce la qui est fou, c'est que nature. dans quasiment toutes les phrases, c'est la maman qui l'amène. Hein. Ouais, c'est sûr. la maman. Là, le côté matriarcal, on le sent bien en Ouais. Polynésie, c'est la maman qui prend les choses en main. Hein. Et voilà, moi, j'essaye de rentrer dans la peau du gamin parce qu'il faut avoir une façon de s'approcher. Il faut devenir déjà copain avec lui, savoir pourquoi il répond à sa maman, pourquoi il veut plus écouter, pourquoi il a eu ses fréquentations. Et voilà. Et petit à petit, le mener vers le chemin de la rédemption. Dans des centres un peu comme Romain y dirige. Mais c'est souvent compliqué parce qu'ils sont assez têtus. La haie, ça rend têtu. Ça te fait. Tu crois que tu es Superman. Tu n'as plus envie d'écouter plus personne. Et moi, j'arrive, j'ai des résultats des fois Mais vous êtes passé par positifs. là, donc obligatoirement, Voilà. vous connaissez Bien le sûr, langage, on va dire, pour le je toucher. connais le langage, je sais la façon, comment il faut arrêter, comment diminuer d'abord. Tu ne peux pas lui dire d'arrêter tout de suite parce que c'est comme si je te disais d'arrêter le café du jour au lendemain. Tu vas me prendre pour un fou. Moi, je ne l'ai pas C'est- commencé, j'ai fait plus simple. Voilà. C'est Mais vraiment mais en un fait, il y a tous chemin des tips de comme la ça. diminution. Voilà, ouais. Voilà. Et vous êtes rapproché, on va dire, le côté nature. Vous êtes allé rechercher dans la nature des choses Ouais. dans lesquelles vous vous sentez bien. Est-ce que des jeunes gens les emmener justement se confronter à la nature leur permet de nouveau retrouver Oui. goût à la vie? Parce Bien qu'il y a sûr, bien ça, sûr. quoi. Bien sûr, parce que comme j'explique à tous ces jeunes que je rencontre, les animaux, la nature vont jamais être là pour te critiquer ou te faire du mal. Ouais, l'image Alors, est voilà. intéressante. Ouais. Et ça va t'apprendre surtout à méditer tes erreurs. Et c'est important pour ces gros consommateurs ou ces jeunes consommateurs de s'approcher vers la nature et les animaux
parce que c'est vraiment, c'est les seules personnes qui vont t'écouter dans ce fléau-là, je parle, hein. Voilà, et moins ça fonctionnait, ça veut dire que ça peut fonctionner pour certains. Mais j'en suis sûr. Sur les mineurs, et après on passera au protocole pour s'en sortir, parce que il faut tirer les choses vers le haut. On parlait des sanctions prévues pour les personnes majeures, mais quand ce sont des gamins de 15 ans, les sanctions sont les mêmes, ou alors on peut considérer que le fait qu'ils soient mineurs, il y a des circonstances atténuantes. Ah non, mais tout à fait. Mais bien évidemment que la réponse pénale est différente pour le majeur et le mineur. Encore une fois, le toxicomane est considéré non pas comme un délinquant, mais comme un malade. Donc, qui plus est, lorsqu'il s'agit d'un mineur, il va y avoir une réponse pénale sous forme, encore une fois, d'alternative aux poursuites, de prise en charge par la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. Et il n'est pas question d'envoyer un gamin qui consomme de l'ice devant le tribunal correctionnel et de lui infliger une peine d'amende ou d'emprisonnement. Et la C'est pas responsabilité du tout des la politique parents, pénale. la responsabilité des parents, elle est Mais, engagée à quel niveau? mais comme dit VTA, c'est une prise en charge psychosociale de tout le monde, du jeune et de la famille. Parce que c'est vrai, ce qu'il dit, c'est parfaitement juste. Ici, on est sur le Fénois, vraiment, c'est magnifique, c'est un paradis naturel. Et j'enfonce une porte ouverte en disant ça. Et la question qu'il faut se poser, pourquoi ces gosses, ces gamins, se réfugient dans un paradis artificiel? Voilà. Donc c'est les ramener à la réalité, c'est les ramener au fait que, bah écoute, t'es petit, tu te sens petit, tu te sens pas très beau, tu te sens pas très sûr de soi. C'est pas en prenant de l'ice que tu vas devenir meilleur. Malheureusement, les trafiquants, et l'État a raison, celui qui vous approche, il dit tiens, c'est gratuit déjà dans un premier temps. Tiens, fume, c'est gratuit, tu vas voir. Clairement, on fait bon, il y a ces réseaux là, les réseaux qui sont une abomination pour ce genre de choses en termes de communication et d'image qui est renvoyée. Je vais même aller plus loin, les séries qui peuvent être montrées où limite on idolâtre un petit peu des gars dont la vie c'est de vendre de la drogue et de voilà. Donc c'est assez compliqué. Mais très dur, ça veut dire que socialement ils mettent ils mettent le doigt sur quelque chose d'assez sensible aussi, c'est qu'ils font miroiter des choses à des gamins et j'essaie de ne pas être trop virulent dans mes termes, mais on abuse de leur crédulité en fait et de leur naïveté. Tout à fait, d'autant que malheureusement, et VTA a raison, les effets, mais ça, Oui, on va y venir après avec Romain. Oui. Le médecin pourra le dire, mais c'est vrai que c'est une drogue déjà très addictive. À la première prise, on est accro. Et puis c'est vrai que ça procure des effets immédiats, c'est-à-dire mais j'invente rien, le timide devient sûr de lui. Il y a une transformation de la personnalité. Et celui qui est déjà sûr de lui, il est dans la toute-puissance. Ouais, donc là, il y a un vrai problème. Voilà. Romain, comment est-ce qu'on en sort d'un point de vue médical et quels sont quelle est la marche à suivre, on va dire? Quel est le protocole? La première étape, déjà, c'est la prise de conscience. L'acceptation. C'est déjà de se dire, OK, j'ai un problème. Alors, soit les patients viennent directement nous voir avec cette prise de conscience en voulant travailler dessus, soit ils viennent parfois par des obligations de soins, ils n'ont pas encore la prise de conscience, et du travail en groupe permet de faire émerger ça. Une fois qu'on a pris conscience qu'il y avait un problème, après, c'est de savoir, bon, bah, OK, tu consommes, mais pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que tu te sentais, comme je reprends les propos, petit ou triste, ou pas bien dans ta peau? Pourquoi tu avais une estime de soi si mauvaise? Et essayer de travailler sur les causes. La consommation de méthamphétamine, ou même de drogue en général, n'est que le symptôme d'un mal-être sous-jacent. Tout le travail, après, va être d'accompagner et de faire en sorte que les patients aillent mieux. L'accompagnement, il est toujours soit médical, soit psychologique, soit corporel même. On a une psychomotricienne, souvent pluridisciplinaire, et vraiment personnalisé pour chaque patient. On fait des ateliers marche aussi chaque semaine, justement pour remettre un petit peu de la nature dans la Vous vie allez de associer le fait d'aller marcher et de pouvoir parler dans un cadre différent. marcher, pouvoir parler, et puis c'est éprouvé à la fois 30 minutes de marche par jour, ça diminue les risques cardiaques, mais ça diminue aussi de près de 20% les épisodes dépressifs et les troubles anxieux, qui sont parfois le lit des consommations à risque. Donc voilà, c'est tout ça qui fonctionne, et puis après les leviers pour susciter un désir de changement, ils sont assez basiques, il n'y a pas de secret en pratique, hein, c'est boire de l'eau, bien manger, bien dormir, et avoir une activité physique régulière. Il faut rééquilibrer tout ça en fait. Rééquilibrer, essayer de s'amener vers une bonne hygiène de vie, c'est ce que fait VTA dans le travail qu'il fait, hein. C'est les amener vers quelque chose qui a du sens, qui est, je veux dire, très, très humain et très émotionnel au fond, hein.
C'est intéressant parce que ça veut dire très clairement, ok, jeunes gens, il arrive à tout le monde de faire des erreurs, mais bon, il y a des moyens de en sortir. VTA, on a l'exemple concret, et puis vous pouvez vous tourner vers des personnes qui vont vous aider à vous en sortir, qui vont vous expliquer comment vous en sortir. Commandant, est-ce que la prévention est efficace? Est-ce que le fait d'aller parler à des plus jeunes, donc en amont, on va dire des collégiens, pour essayer de prendre le niveau en dessous, a du sens? Et est-ce qu'ils sont à l'écoute de tout ça? Est-ce qu'ils sont suffisamment ouverts pour le comprendre et l'entendre? Alors nous, c'est ce qu'on réalise, c'est au-delà de la répression, on a cette prévention qu'on met en œuvre, c'est notamment la maison de protection des familles qui le réalise, ainsi que certaines brigades. On les prend, mais pas que sur le volet justement des drogues, puisqu'il y a aussi la violence et l'alcoolisation. Et en fait, ils sont suivis depuis le CM1 jusqu'au lycée par ces intervenants-là qui essayent comme ça a été déjà dit, de mettre en œuvre un esprit critique, une prise de conscience pour que on ne soit pas là simplement comme celui avec un bâton pour leur taper dessus, mais leur dire concrètement, voilà, ça peut dévaster vos familles. Et donc, c'est cette prise de conscience-là que vous devez avoir. Donc c'est du concret. Romain, vous pouvez rappeler le numéro de téléphone du CPSA? Bien sûr, c'est le 40 46 00 67. À la fois, les familles peuvent appeler pour s'inscrire dans le groupe aidant, pour qu'on puisse les soutenir, et les patients peuvent appeler pour avoir des consultations et des prises en charge gratuites et anonymes. Et en termes de conclusion, VTA, un petit mot pour donner du courage à ceux qui veulent s'en sortir, et surtout expliquer à ceux qui veulent essayer de surtout pas essayer. Voilà, il faut surtout penser à nos familles qui nous aiment, qui nous ont élevés. Ils nous ont pas élevés avec une bubble dans la bouche. Et surtout, je parle à ces futurs récidivistes là, hein, mes copains hein, de prison, tout ça, que je les salue. Il faut penser à notre jeunesse polynésienne. On est une île, hein, on est un peuple. Hein. Il faut pas la salir avec ces drogues qui viennent pas de chez nous. Hein. Je vais dire ça comme ça. Il faut penser au sourire polynésien. Il faut abandonner ce combat de détruire notre fénois. Ah, Il bien. faut accepter qu'on a perdu. Il faut accepter de rester sain. Et voilà, il y a tellement de belles choses dans la vie qu'on ne doit pas se salir autant. Ça sera la conclusion. Merci VTA. Messieurs, merci d'avoir répondu à mes questions. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Bonne fin de journée sur TNTV.